Un autre mode d'extension, c'est l'extension ganglionnaire. On a dit que le cancer du cavum est un cancer qui est très lymphophile. L'apparition d'adénopathie métastatique en cas de cancer du cavum peut atteindre jusqu'à 70% des cas. Dans 70% des cas, on trouve un envahissement ganglionnaire, on trouve une adénopathie métastatique manifeste de ce cancer du cavum. Il y a certaines particularités donc, de ces adénopathies métastatiques, on va les voir lorsqu'on va parler du tableau clinique, mais l'extension ganglionnaire est un mode très répandu dans l'extension tumorale du cancer du cavum. À côté de l'extension ganglionnaire, vous avez l'extension métastatique. On peut avoir aussi des métastases en cas de cancer du cavum, et ces métastases intéressent à la fois l'os, le foie et le poumon avec des fréquences variables en fonction du site. Donc sur le plan clinique, le cancer du cavum peut se manifester par un tableau clinique riche. Cette richesse du tableau clinique et cette expression clinique variable est en fonction à la fois de la situation profonde du cancer et deuxièmement, expliqué aussi par le mode d'extension de la tumeur vers les organes de voisinage. Parce que la cavité du nasopharynx siège à proximité des éléments nobles. Et l'extension de la tumeur à partir de cette situation profonde peut se faire vers les différents organes de voisinage, ce qui explique donc cette variété et cette expression clinique variable. Deuxième particularité du tableau clinique du cancer du cavum, c'est la latence clinique. Parce que c'est un cancer qui se développe dans une cavité et il faut du temps pour avoir une expression clinique. Et cette expression clinique et cette déclaration clinique du cancer, c'est toujours en rapport avec une grande taille de la tumeur qui va atteindre les organes de voisinage. Donc le tableau clinique est fait de 4 syndromes. Vous avez le syndrome ganglionnaire, le syndrome otologique, le syndrome rhinologique et le syndrome neurologique. Et on va commencer tout d'abord par le syndrome ganglionnaire, qui est en rapport avec l'envahissement ganglionnaire du cancer du cavum, qui est connu par cette grande lymphophile. Donc, comme vous voyez sur des images, les adénopathies métastatiques peuvent être dans certaines situations le premier motif de consultation. C'est un mode de révélation de cancer du cavum dans presque 40% des cas. Presque la moitié des cas, on n'a qu'une adénopathie hautement située qui va penser au cavum et qui va obliger donc un examen endoscopique du cavum. Donc, ces adénopathies métastatiques, ils ont certaines particularités et certaines spécificités qui sont en rapport avec le cancer du cavum. La première particularité sont des adénopathies bilatérales. Pourquoi bilatérales? Parce que le cavum siège dans la ligne médiane. C'est une cavité centrale sur la ligne médiane et le drainage lymphatique peut se faire des deux côtés. Et donc, les adénopathies métastatiques qu'on peut voir au moment du cancer du cavum sont des adénopathies qui sont bilatérales. Deuxième particularité, ce sont des adénopathies qui sont hautement situées. Elle intéresse la chaîne spinale, elle intéresse aussi le début de la chaîne jugulaire interne. Comme vous voyez ici, donc ce sont des adénopathies qui sont hautement situées au contact du lobule de l'oreille, le lobule d'oreille, et qui jouxte ici la région mastoïdienne. Donc ce sont des adénopathies qui siègent au niveau de la partie supérieure du cou. Troisième particularité, ce sont des adénopathies qui sont dures, qui sont de consistance dure, qui témoignent de l'infiltration ganglionnaire par ce cancer. Elles peuvent être aussi fixées, elles peuvent être aussi adhérentes, que ce soit au plan profond ou bien au plan superficiel. Donc ce sont des particularités très importantes à connaître et à retenir
ce sont des adénopathies du cancer du cavum. Ce sont des adénopathies, je répète, ce sont des adénopathies qui sont bilatérales, hautement situées, de consistance dure et qui sont dans certaines situations fixes, à la fois au plan profond ou bien au plan superficiel. Le deuxième syndrome de ce tableau clinique de cancer du cavum, c'est le syndrome rhinologique, qui est en rapport avec l'extension antérieure du cancer du cavum. Quand vous voyez sur ce scanner-là, vous voyez donc ce comblement des coins en arrière. Donc les coins ou bien les orifices postérieurs des fosses nasales sont comblés par la tumeur ici qui occupe toute la cavité nasopharyngienne et qui vont obstruer en avant les orifices coanaux. Le résultat donc sur le plan clinique, c'est une obstruction nasale. C'est une obstruction qui va s'installer d'une manière progressive. Ce n'est pas une obstruction nasale brutale, mais c'est une obstruction nasale progressive qui est en rapport avec l'augmentation progressive de la taille de la tumeur. Et c'est une obstruction nasale qui est bilatérale, qui va bien sûr intéresser à la fois la fosse nasale droite et la fosse nasale gauche. À côté de cette obstruction nasale, on peut avoir d'autres symptômes rhinologiques. C'est une tumeur qui va s'accompagner par une infiltration de la muqueuse. Et qui dit infiltration de la muqueuse, vous avez deux risques. Vous avez un risque de saignement. Le résultat, donc, c'est un saignement au niveau des fosses nasales, c'est l'épistaxis. Et deuxième risque de l'infiltration de la muqueuse, c'est la surinfection bactérienne. Et qui dit surinfection bactérienne, c'est un écoulement périlant qui va se faire à travers soit les fosses nasales en avant, et donc on va avoir une rhinorrhée purulente antérieure à travers les narines, ou bien une rhinorrhée postérieure à mettre en évidence par l'examen de la cavité buccale. Et dans la plupart des temps, c'est une rhinorrhée postérieure. Pourquoi rhinorrhée postérieure? Parce qu'il y a un blocage des fosses nasales, il y a un blocage des orifices nasaux par la tumeur, et du coup, l'écoulement va se faire en bas à travers la paroi postérieure de l'oropharynx, que ce soit un saignement sanguin ou bien un écoulement purulent. Et donc le tableau, le syndrome rhinologique, est en rapport toujours avec le mode d'extension antérieure de la tumeur. Le troisième syndrome, c'est le syndrome otologique. Donc un patient qui a un cancer du cavum, qui a été diagnostiqué par l'endoscopie nasale, nécessite toujours un examen otologique. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'otite séromuqueuse. On a déjà parlé de l'otite séromuqueuse, qui est due à un dysfonctionnement tubaire. C'est une dysperméabilité de la trompe de Stache, qui est due à l'envahissement de l'orifice pharyngien par la tumeur qui siège au niveau de la paroi latérale du cavum. Donc, cette obstruction de la trompe de Stache par la tumeur qui prend naissance au niveau de la paroi latérale va entraîner donc à la fois une accumulation des sécrétions au niveau de l'oreille moyen et va entraîner une hypopression au niveau de l'oreille moyen parce que la trompe de Stache va plus s'ouvrir pour équilibrer les pressions. Et donc, le résultat est une otite séromuqueuse qui est due à cette hypopression de l'oreille moyenne engendrée par cette dysperméabilité tubaire. C'est la même chose lorsque le patient se présente pour une otite séromuqueuse. Il faut aller toujours examiner le cavum, on a dit ça, hein, lorsqu'on a étudié l'otite séromuqueuse. Donc c'est un examen qui est bilatéral et qui est très intéressant, que ce soit pour un patient qui vient consulter pour une otite séromuqueuse ou bien pour un patient qui a déjà un cancer du cavum. Et donc il faut toujours réaliser ces deux examens, examen du cavum et examen otologique. Le troisième syndrome, c'est le syndrome neurologique, qui est en rapport avec l'extension supérieure de la tumeur. La tumeur qui va envahir la paroi supérieure, la base du crâne, et de là vers l'étage moyen de la base du crâne. Et donc, lorsqu'on parle de la base du crâne,
c'est toujours ces orifices. Les orifices où vont passer les pairs crâniens. Et donc on peut avoir plusieurs paralysies. Et à partir du moment où on aura une lise de la paroi supérieure, une lise de la base du crâne par la tumeur, on va avoir une infiltration des méninges. Et donc on peut avoir dans un deuxième temps, après la lise de la base du crâne, on peut avoir un syndrome neuroméningé. Et après le syndrome méningé vient la troisième étape qui est les suppurations intracrâniennes et l'envahissement intracrânien au niveau du parenchyme cérébral. Et donc vous pouvez avoir plusieurs paralysies des pairs crâniens, paralysie faciale, paralysie oculomotrice, paralysie du 9, du 5. Donc faites attention parce qu'un cancer du cavum peut se manifester juste par une hypoesthésie ou une paresthésie qui intéresse un des territoires du nerf trigeminal. Un patient aussi, des fois, vient consulter pour des céphalées. Les céphalées aussi est un mode de révélation de cancer du cavum. Dès que le patient a des céphalées, a des maux de tête chroniques, il faut aller examiner aussi le cavum parce que ça peut cacher un cancer du cavum. Et donc, le tableau clinique est là, qui est fait par 4 syndromes. Ces 4 syndromes ne sont pas associés de manière obligatoire. Le tableau clinique est toujours en rapport avec le mode d'extension de la tumeur. On peut juste avoir un seul syndrome. Lorsqu'il s'agit d'une extension juste antérieure, on peut avoir juste un syndrome rhinologique. On peut avoir aussi un syndrome ganglionnaire, lorsque l'extension intéresse seulement le compartiment ganglionnaire. On peut avoir aussi un syndrome neurologique isolé, lorsque la tumeur s'étend en haut, sans bien sûr extension vers la paroi latérale, ni vers la paroi antérieure. Et donc, l'association de ces différents syndromes n'est pas obligatoire, et cette association, c'est toujours en fonction du type d'extension de la tumeur. Donc, dès que vous avez un des syndromes qui va penser au cavum, on doit réaliser notre examen clinique. Et l'examen clinique d'un patient qui présente un cancer du cavum est un examen clinique qui est axé sur ces 4 syndromes. Donc, moralité, on va réaliser un examen rhinologique, un examen otologique, un examen neurologique et un examen ganglionnaire. Donc, l'examen clinique sera systématisé de cette manière-là en fonction de l'extension de la tumeur et en fonction du syndrome clinique de cancer du cavum. Et on va commencer toujours par l'examen rhinologique. Et qui dit examen rhinologique, c'est l'endoscopie nasale, qui peut se faire de 2 manières. Soit cette endoscopie nasale à l'optique rigide, toujours couplée à la caméra et au moniteur, ou bien par le nasopharynx. C'est un optique qui est souple, qu'on introduit par les fosses nasales et qui peut arriver jusqu'à la glotte. Donc cet examen, à la fois à l'optique rigide ou bien en nasofibroscope, permet la découverte de la tumeur et permet la description de la tumeur. Il y a des objectifs de cet examen endoscopique. 1, ça permet de confirmer l'existence d'une tuméfaction au niveau du cavum. 2, ça va permettre de déterminer le siège de cette tumeur. Est-ce que c'est au niveau de la paroi postérieure ou bien au niveau de la paroi latérale? 3, l'extension macroscopique superficielle de la tumeur, parce qu'on ne va pas voir l'extension en profondeur par l'endoscopie, mais c'est juste l'extension superficielle. Et qui dit extension superficielle, ça veut dire en haut, en bas, en arrière, en dedans, en avant. Vous allez avoir une idée sur l'extension de la tumeur en tout ce qui concerne le plan superficiel. 4e objectif, c'est l'état et l'aspect de la muqueuse qui recouvre le cancer du cavum. Parce qu'on a 2 types de cancer du cavum, soit avec une muqueuse saine, soit avec une muqueuse infiltrée. Pourquoi cette notion? Parce que c'est très important en matière de la biopsie de la tumeur. Lorsqu'il s'agit d'un cancer qui se développe sous une muqueuse d'aspect normal, on va réaliser donc une biopsie
qu'on appelle biopsie sur muqueuse, avec une incision de la muqueuse saine, et on va rentrer à l'intérieur pour biopsier la tumeur. Mais lorsqu'il s'agit d'un cancer avec une muqueuse infiltrée, la biopsie peut être superficielle et peut être positive. Mais dans le cancer avec muqueuse saine, il faut faire attention concernant la biopsie, parce que ça peut revenir négatif si la biopsie intéresse juste la muqueuse. Et donc, l'endoscopie nasale permet aussi d'avoir une idée sur le type de la biopsie qu'on va réaliser par la suite. Et on va finir donc notre examen endoscopique par un prélèvement de la tumeur, la biopsie, parce que le diagnostic de confirmation est un diagnostic histologique. On peut réaliser donc une biopsie soit sous anesthésie locale ou bien sous anesthésie générale lorsque la tumeur est de très petite taille et qui se développe sous une muqueuse saine. Ce sont les deux indications d'une biopsie sous muqueuse. Petite tumeur et muqueuse d'aspect sain. Il faut retenir ça, hein.